Cours de physique-chimie, premier enseignement scientifique, chapitre Le rayonnement solaire, partie Le Soleil, notre source d'énergie. Sommaire du chapitre 1. Les réactions de fusion nucléaire dans le Soleil. 2. Nature de l'énergie libérée lors d'une fusion nucléaire. 3. Relation d'Einstein ou relation d'équivalence masse-énergie. 4. Déterminer la variation de masse d'un système. 5. Variation de masse du Soleil. 6. Modélisation du Soleil par un corps noir. 7. Profil spectral du Soleil. 8. La loi de Planck. 9. La loi de Wien. 10. Énergie solaire reçue par la surface terrestre. 11. Variation de l'énergie lumineuse reçue par la surface terrestre. 1. Les réactions de fusion nucléaire dans le Soleil. Le Soleil, comme toutes les étoiles, tire son énergie des réactions de fusion nucléaire dont il est le siège. Les principales réactions de fusion nucléaire qui se produisent au cœur du Soleil font intervenir des noyaux d'hydrogène, élément majoritaire du Soleil, à près de 63,5% en termes de masse. Il se produit principalement un enchaînement de 3 fusions nucléaires. Étape 1, la fusion de 2 noyaux d'hydrogène 1 conduit à la formation d'un noyau d'hydrogène 2, ce qu'on appelle du deutérium, d'un positon, E+, ainsi que d'un neutrino. Donc voici l'équation de transformation nucléaire qu'on obtient. Donc hydrogène 1 plus hydrogène 1 donne hydrogène 2 plus un positon plus un neutrino, comme ça vient d'être expliqué. Étape 2, la fusion d'un noyau d'hydrogène 2, qui est obtenu à l'issue de l'étape 1, avec un noyau d'hydrogène 1, forme un noyau d'hélium 3 et libère un rayonnement gamma, ce qui nous donne l'équation hydrogène 2 plus hydrogène 1 forme hélium 3 plus rayonnement gamma. Donc, rayonnement gamma qui n'est pas une particule, mais qu'on peut faire figurer quand même. Étape 3. La fusion de deux noyaux d'hélium 3, qu'on obtient à l'issue de l'étape 2, forme un noyau d'hélium 4 et deux hydrogènes. Ce qui peut se traduire par l'équation 2 hélium 3 forment un hélium 4 plus 2 hydrogènes. Le bilan de cette série de 3 fusions nucléaires peut s'écrire de la manière suivante. Donc si on associe les différentes étapes, au final, on peut écrire que 4 noyaux d'hydrogène 1 forment un hélium 4 plus 2 positons plus 2 neutrinos. Remarque, le bilan de ces transformations nucléaires fait apparaître deux particules inhabituelles. Un positon, qu'on appelle aussi parfois positron, et un neutrino. Donc le neutrino a pour symbole, donc lettre grecque nue, associée au nombre 0 et 0. C'est une particule qui est donc supposée sans masse, nombre de nucléons 0, et sans charge, charge 0, sans charge électrique. Il est de la même famille que l'électron. Il s'agit de ce qu'on appelle d'un lepton, qui se déplace à la vitesse de la lumière. Ensuite, on a également un positon, de symbole E, 0, 1, exposant plus. C'est une particule d'antimatière. Plus précisément, c'est l'antiparticule de l'électron. Il a la même masse que lui, mais il a une charge électrique élémentaire positive au lieu d'être négative comme dans un électron. 2. Nature de l'énergie libérée lors d'une fusion nucléaire. Toute énergie libérée lors d'un phénomène résulte nécessairement de la conversion d'une autre forme d'énergie, puisque, par définition, l'énergie se conserve. Dans le cas des réactions de fusion nucléaire, c'est une partie de la masse des noyaux réactifs qui est convertie en énergie de rayonnement. La masse totale des noyaux et des particules formées lors des réactions de fusion est inférieure à la masse des noyaux réactifs. On peut dire qu'il y a équivalence entre masse et énergie. La masse peut être convertie en énergie et inversement. L'énergie peut aussi être convertie en masse. La conversion masse-énergie est décrite par la relation d'Einstein, qu'on va développer juste après. 3. Donc relation d'Einstein ou relation d'équivalence masse-énergie. La relation d'Einstein, comme son nom l'indique, a été formulée par Albert Einstein. Elle s'exprime par la célèbre relation E est égal à m fois c au carré, où m est la masse du système étudié en kilogrammes, c est la célérité d'une onde électromagnétique dans le vide, qui vaut donc c égale 3,00 fois 10 second 8 mètres par seconde, et E c'est l'énergie équivalente à la masse, m en joules. La relation d'Einstein indique que l'énergie de masse E d'un système est proportionnelle à sa masse petit m. Dans le cas où un système subirait une variation de masse delta m,
Alors cette variation de masse correspond à une variation d'énergie delta E qui peut s'exprimer grâce à la relation delta E est égal à delta M fois C au carré, où delta M, eh bien, c'est la variation de masse, M finale moins M initiale, et delta E, c'est la différence d'énergie E finale moins E initiale. Les unités restent les mêmes. Variation d'énergie en joules, variation de masse en kilogrammes, célérité C en mètres par seconde. Il est possible d'utiliser cette relation en exprimant les variations delta E et delta M sous forme de valeurs absolues, tout en précisant si la masse et l'énergie sont gagnées ou perdues par le système. Donc on obtient alors la relation valeur absolue de la variation d'énergie est égale à valeur absolue de la variation de masse fois C au carré. 4. Déterminer la variation de masse d'un système. L'expression de la relation d'Einstein peut être modifiée afin d'obtenir la variation de masse delta M d'un système échangeant une énergie delta E. On obtient alors delta M est égal à delta E sur C au carré. 5. Variation de masse du Soleil. La puissance totale dissipée par le Soleil sous forme de rayonnement vaut P Soleil est égal à 3,8 fois 10 exponent 26 watts. Il est possible de déterminer l'énergie dissipée par le Soleil à partir de la formule exprimant l'énergie échangée en fonction de la puissance. E est égal à P fois delta T. Pendant une seconde, l'énergie libérée par le Soleil sous forme de rayonnement est donc E est égal à P fois delta T. E est égal à P Soleil fois delta T, pour être plus précis. Donc ici, E est égal à 3,8 fois 10 exponent 26 fois 1, ce qui nous donne 3,8 fois 10 exponent 26 joules. Donc, conclusion, pendant une seconde, la variation d'énergie du Soleil est de delta E est égal à moins 3,8 fois 10 exponent 26 joules. Le signe est négatif, car cette énergie est perdue par le Soleil. D'après la relation d'Einstein, delta M est égal à delta E sur C au carré. Delta M est égal à moins 3,8 fois 10 exponent 26 divisé par 3,0 fois 10 exponent 8 le tout au carré, ce qui nous donne une variation de masse, delta M est égal à moins 4,2 fois 10 exposant 9 kg. Donc ce qui signifie qu'à chaque seconde, le Soleil convertit une masse de 4,2 fois 10 exponent 9 kg, ce qui fait 4,2 millions de tonnes, en rayonnement. Cette masse peut sembler énorme à l'échelle humaine, mais elle est très faible en comparaison de la masse du Soleil, qui est de 2 fois 10 exponent 30 kg. Cela ne représente que 2 fois 10 exponent moins 19% de la masse du Soleil. 6. Modélisation du Soleil par un corps noir. Un corps noir est un système qui n'émet de la lumière que du fait de sa température. Remarque, malgré son nom, un corps noir n'est pas nécessairement noir. Il peut aussi s'agir par exemple d'un corps incandescent. Le Soleil et les étoiles, en général, peuvent être décrits par le modèle du corps noir. 7. Profil spectral du Soleil. Le profil spectral est une courbe qui indique la répartition de la puissance lumineuse d'un rayonnement en fonction de la longueur d'onde lambda. La grandeur indiquée en abscisse est souvent la luminance. Alors, la grandeur indiquée en ordonnée, excusez-moi, il y a une petite erreur dans le texte, la grandeur indiquée en ordonnée est souvent la luminance ou les radiances. Il s'agit d'une courbe présentant un maximum à une longueur notée lambda max et appelée longueur d'onde du maximum d'émission. Exemple, donc voilà de ce qu'on peut obtenir pour le Soleil, le profil spectral du Soleil. Le Soleil peut être modélisé par un corps noir avec un profil spectral dont la longueur d'onde du maximum d'émission vaut environ lambda max égale 500 nanomètres. 8. La loi de Planck. Elle permet d'établir une relation entre la longueur d'onde du maximum d'émission, lambda max, de la lumière émise par un corps noir et la température de surface de ce dernier. D'après la loi de Planck, lambda max dépend de la température de surface du corps noir émetteur. Plus un corps noir possède une température de surface élevée, et plus lambda max est faible. Inversement, plus un corps noir possède une température basse, et plus lambda max est élevé. La loi de Planck permet, entre autres, de comparer la température de surface de deux étoiles à partir de leur couleur. En effet, la longueur d'onde d'une lumière visible va environ de 400 nanomètres à 800 nanomètres. La longueur d'onde est donc croissante suivant l'ordre de couleurs violet, bleu, vert, rouge, jaune, orange. Par conséquent, à partir de la couleur de deux étoiles, qui coïncide avec le lambda max, on peut comparer leur longueur d'onde du maximum d'émission, lambda max. Une lumière rouge a un lambda max supérieur à celui d'une lumière jaune, qui a elle-même un lambda max supérieur à celle d'une lumière verte, etc. La comparaison des longueurs d'onde du maximum d'émission
permet, grâce à la loi de Planck, de comparer leur température de surface. En particulier, les étoiles les plus chaudes émettent une lumière bleu-violette, lumière d'onde minimale du visible. Les étoiles les moins chaudes émettent une lumière rouge, longueur d'onde maximale du visible. 9. La loi de Wien. La loi de Wien est une relation entre la longueur d'onde du maximum d'émission d'un corps noir, lambda max, et sa température de surface. On l'exprime le plus souvent grâce à la formule lambda max fois T est égal à 2,89 fois 10 exposant moins 3. Lambda max y est exprimé en mètres, et T, la température, est exprimée dans ce cas-là en Kelvin. La loi de Wien permet d'exprimer la température de surface d'un corps noir à partir de la longueur d'onde du maximum d'émission. On peut écrire T est égal à 2,89 fois 10 exposant moins 3 divisé par lambda max. Si l'on applique la loi de Wien au Soleil, alors on peut déterminer sa température de surface. T est égal à 2,89 fois 10 exposant moins 3 sur lambda max. T est égal à 2,89 fois 10 moins 3 sur 500 fois 10 moins 9, ce qui nous donne T est égal à 5780 Kelvin. La température de surface du Soleil est donc proche de 5780 Kelvin. 10. Énergie solaire reçue par la surface terrestre. Le Soleil émet son rayonnement avec une puissance de 3,8 fois 10 exponent 26 watts dans toutes les directions de l'espace. On peut considérer que cette puissance se répartit sur une sphère dont le rayon croît avec la distance au Soleil. Au niveau de la Terre, cette puissance se répartit sur une sphère dont le rayon correspond à la distance Soleil-Terre. La valeur moyenne de cette distance étant de 1,5 fois 10 exponent 11 mètres, ce qui équivaut à 150 millions de kilomètres. On peut considérer qu'au niveau de la Terre, la puissance émise par le Soleil se répartit sur une sphère de surface totale. S est égal à 4 pi d carré, c'est la formule mathématique pour exprimer la surface d'une sphère, l'aire d'une sphère. Donc S est égal à 4 pi fois 1,5 fois 10 exponent 11 le tout au carré, ce qui nous donne 2,8 fois 10 exponent 23 mètres carrés. Donc au niveau de la Terre, chaque faisceau lumineux de section 1 mètre carré transmet donc une puissance P Terre égale à P Soleil sur S, ce qui fait 3,8 fois 10 exponent 26 divisé par la surface qu'on vient de calculer, 2,8 fois 10 exponent 23. On obtient donc, au niveau de la Terre, une puissance reçue de 1357 watts par mètre carré. Ce qui veut dire que chaque faisceau lumineux de section 1 mètre carré transmet donc à la Terre une puissance de 1357 watts. Cela signifie que si une surface terrestre intercepte un faisceau lumineux de section 1 mètre carré, alors elle reçoit une puissance de 1357 watts. Ce sera le cas pour une surface de 1 mètre carré si elle est perpendiculaire à la direction de propagation des rayons lumineux. Donc on retient qu'une surface S perpendiculaire aux rayons lumineux recevra une puissance P est égale à S fois 1357, avec P en watts et S en mètres carrés. Donc autrement dit, si on a une surface de 2 mètres carrés perpendiculaire à un rayon lumineux, elle recevra une puissance de 2 fois 1357. Si on a une surface de 10 mètres carrés, ce sera 10 fois 1357, etc. Si on a θ, l'angle entre la normale à la surface terrestre, droite perpendiculaire à cette surface, alors la puissance reçue par cette surface devient P est égal à S fois 1357 fois cosinus θ. D'accord, donc θ, c'est l'angle entre la normale et le rayonnement. Donc on illustre la situation par le schéma suivant. Donc on a la surface considérée de valeur S. En pointillé, on a une représentation de sa normale, la droite perpendiculaire, et on a le rayonnement solaire donc, qui est incident, qui va rencontrer notre surface en faisant un angle θ avec la normale. Donc cas extrême, si θ égale 0, θ égale 0, ça veut dire que l'angle est nul entre la direction de la normale et la direction de propagation de la lumière. Les deux ont la même direction, ce qui veut également dire que les rayons lumineux sont perpendiculaires à la surface. Donc cosinus de 0, par définition, ça vaut 1. Donc si on reprend la formule précédente, ça nous donne P est égal à S fois 1357 fois 1, autrement dit S fois 1357. Cette situation est possible si on se place au niveau de l'équateur vers midi. Autre cas extrême, si θ égale 90 degrés, alors les rayons lumineux sont parallèles à la surface, puisque
cosinus 90 égale 0, on obtient alors P égale à S fois 1357 fois 0, ce qui vaut évidemment 0. C'est-à-dire que la puissance reçue est nulle. On s'approche de cette situation au moment du lever du soleil et à son coucher. Si on a une situation quelconque, c'est-à-dire θ compris entre 0 et 90, alors la puissance reçue est comprise entre les deux valeurs extrêmes déterminées, c'est-à-dire entre 0 et 1357 watts. Plus, pour un mètre carré de surface, plus l'angle est petit et plus la puissance reçue est faible. La puissance reçue par une surface terrestre dépend de l'angle que forme sa normale avec les rayons lumineux. 11. Variation d'énergie lumineuse reçue par la surface terrestre. La puissance lumineuse reçue par une surface terrestre dépend de l'angle que forme sa normale avec les rayons lumineux. Tout facteur associé à une variation de cet angle est donc aussi responsable d'une variation de la puissance reçue. Cette variation se fait donc en fonction de la latitude, au cours d'une même journée et au cours d'une année. Variation en fonction de la latitude. En suivant un même méridien, l'angle θ de la normale varie. Il augmente en se rapprochant d'un pôle nord ou sud, et il diminue en se rapprochant de l'équateur. Cette variation explique que les zones polaires, qui reçoivent l'énergie solaire la plus faible, soient les plus froides, et que les zones équatoriales, qui reçoivent l'énergie lumineuse maximale, soient les plus chaudes. Ensuite, variation au cours d'une journée. La nuit, la surface terrestre se trouve sur une surface non éclairée de la Terre, la puissance du rayonnement solaire reçu est donc forcément nulle. À l'aube, en début de journée, le soleil se lève à l'est. Les rayons lumineux sont rasants. Ils sont presque parallèles à la surface terrestre. L'angle de ces rayons par rapport à la normale est proche de 90 degrés. Par conséquent, la puissance reçue est très faible. La matinée, de l'aube à midi. Le soleil s'élève dans le ciel. L'angle de rayons lumineux par rapport à la normale diminue. Et la puissance du rayonnement solaire reçu par la surface terrestre augmente progressivement. À midi, le soleil atteint un point appelé le zénith, le point le plus haut dans le ciel. Et l'angle θ est alors minimal, tandis que la puissance solaire est quant à elle maximale. Après-midi, le soleil semble descendre vers l'horizon. L'angle θ augmente tout au long de l'après-midi et la puissance du rayonnement solaire diminue. Crépuscule, le soleil est à nouveau proche de l'horizon, les rayons lumineux sont rasants par rapport à la surface terrestre et l'angle θ tend vers 90 degrés. Par conséquent, la puissance du rayonnement solaire reçu se rapproche de 0. En résumé, la puissance du rayonnement solaire reçu par une surface terrestre est nulle pendant la nuit, augmente ensuite à partir de l'aube jusqu'à atteindre son maximum à midi. Elle diminue ensuite pendant l'après-midi jusqu'à redevenir nulle après le coucher du soleil. Donc ce cours est terminé. N'hésitez pas à poser des questions sous forme de commentaires si vous en avez.